Numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans notre émission 01 Business Forum l'hebdo. On parle de transformation numérique, d'innovation et justement, il va être question d'innovation aujourd'hui. On va parler de l'ordinateur quantique. Atos a fait ce saut quantique, si on peut prendre cette expression. On va en parler avec Thierry Breton, président d'Atos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, en toute fin d'émission, nous retrouverons la start-up Dataiku. On parlera Big Data, mais là, on va aussi en parler avec vous, Thierry Breton, de Big Data. Tiens, juste un mot, Thierry Breton. On a un nouveau président de la République, plutôt porté sur le numérique. Je pense que c'est plutôt bien. Enfin, quelqu'un qui a enfin cette fibre numérique, c'est important aujourd'hui. Oui, c'est important. Je reprendrai, si vous le voulez bien, un petit tweet que j'ai diffusé dimanche soir à l'issue de l'élection de notre nouveau président de la République, où j'indiquais que j'étais fier du choix de nos compatriotes, que ceci envoyait un message profondément européen et moderne au reste du monde. Et dans moderne, j'entendais évidemment le fait qu'il est tout à fait au fait des technologies de l'information et du numérique. Oui, et pas seulement de la French Tech. Il faut savoir que la transformation digitale fait partie aussi de ces réflexions. Alors, on va parler de vous, d'Atos. Alors, on connaît Atos dans la cybersécurité, le big data, le cloud. Souvent, je dis souvent, on ne parle pas souvent de Worldline, à votre filiale sur le paiement, qui marche très très bien. Et puis là, depuis novembre, on parle d'ordinateur quantique. Alors, il va falloir nous éclairer, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent ici sur BFM Business. Et Atos veut se positionner, et on va voir, la concurrence est rude. En face, c'est des Microsoft, c'est des Google, c'est d'autres géants. Lancement le 6 novembre de l'offre Atos Quantum, un comité de scientifiques prestigieux, des prix Nobel, des médailles Fields, parce qu'on est vraiment dans cette algorithmie compliquée. Alors, racontez-nous déjà un ordinateur quantique, pourquoi faire et pourquoi ensuite Atos se lance dans ce défi. Peut-être d'abord, pourquoi Atos s'intéresse effectivement aux ordinateurs quantiques et derrière les ordinateurs quantiques à la programmation quantique. D'abord parce qu'Atos est aujourd'hui le leader européen des technologies de l'information et que dans notre offre, nous avons en particulier l'offre du seul constructeur européen de supercalculateurs, qu'on appelle les HPC, les ordinateurs extraordinairement puissants, pour nos clients, qui sont les gouvernements, les principaux gouvernements des pays européens, le commissariat à l'énergie atomique, l'ensemble des structures de météo du continent européen, mais aussi les centres de recherche de l'industrie automobile, de l'industrie aéronautique, de l'industrie pharmaceutique. Donc ce sont nos clients et qui ont besoin de plus en plus de puissance de calcul. Alors cette puissance de calcul, nous la fournissons. On est 4 ou 5 fabricants mondiaux. Nous sommes le seul européen. C'est important pour l'Europe parce que la reprise de Bull, on s'en souvient. Bien sûr, et puis on l'a beaucoup développé grâce au talent de nos équipes. On a maintenant 15 centres de recherche et développement chez Atos dans le monde, et donc beaucoup évidemment en Europe principalement. Sequana, c'était l'année dernière. Sequana, c'était l'année dernière. C'était du reste, puisque vous y faisiez allusion, la machine européenne la plus puissante et qui avait été du reste inaugurée par Emmanuel Macron avec moi, qui était à l'époque ministre de l'économie. Mais au fond, notre sujet, notre principale préoccupation, c'est que pour nos clients que nous accompagnons sur le très long terme, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, avec les technologies que nous maîtrisons, qui répondent du reste à cette fameuse loi de Moore, c'est-à-dire que tous les 18 mois, depuis 1960, depuis que Moore, qui était chez Intel, a inventé cette loi empirique, qui s'est du reste vérifiée année après année, disant que tous les 18 mois, on avait la capacité de doubler l'intégration des circuits intégrés des transistors sur des puces de silicium. On sait qu'on pourra encore le faire jusqu'en 2020, peut-être 2022, mais après, on pense sincèrement qu'on a atteint les limites de la matière. Je veux dire que le fait de graver effectivement ces puces de silicium, on le fait aujourd'hui à 12 nanomètres. C'est donc quasiment maintenant, pour donner un ordre de grandeur à nos téléspectateurs et nos auditeurs, on va aller à 10 nanomètres. 10 nanomètres, c'est quelques dizaines d'atomes. Et donc, on commence effectivement à atteindre les limites de la physique classique et de commencer à être sujet à ce qui régit la physique quantique. Et donc, on sait qu'on va plus pouvoir aller trop loin. Et donc, il faut commencer à réfléchir à autre chose pour avoir toujours plus de puissance de calcul pour traiter les milliards d'informations que nous générons désormais quotidiennement dans notre activité.
Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes penchés très tôt donc, sur cette nouvelle capacité qu'offre la physique quantique, et notamment ces deux principaux thèmes que sont la superposition d'un côté et l'intrication de l'autre côté, qui permettent aujourd'hui, c'était du reste Richard Feynman, prix Nobel de physique bien connu en 1965, qui est le premier à imaginer, conceptualiser ce que pourrait être un ordinateur quantique pour répondre précisément aux lois de la physique quantique, non plus fonctionnant à terme avec des bits, des 1 et des 0, des portes logiques, mais avec des qubits, c'est-à-dire donc l'équivalent du bit en physique quantique, c'est-à-dire donc une structure qui peut prendre une infinité de positions entre le 1 et le 0, et donc d'avoir des capacités de traitement d'informations absolument gigantesques, exponentielles par rapport à la linéarité des ordinateurs classiques de von Neumann. Et pouvez-vous nous dire un mot entre cette superposition et cette intrication, voilà, ce sont des nouveaux termes ainsi. Alors il faut bien qu'on commence à s'en familiariser, parce que vous allez l'entendre dans les décennies qui viennent. Et donc c'est effectivement le principe de superposition qui nous permet, encore une fois, d'avoir conceptualisé ces qubits qui peuvent prendre un nombre très important de valeurs entre 0 et 1. Et puis évidemment, tant qu'on n'a pas mesuré, le système il porte ses valeurs. Quand on mesure, on arrête à ce moment-là la mesure. C'est donc extrêmement compliqué parce qu'il faut travailler sans qu'il y ait d'interférence du monde extérieur sur ces qubits. Donc on travaille généralement aujourd'hui au zéro absolu, pratiquement au zéro absolu, à moins de 73 degrés Kelvin. Donc avec des atomes très très refroidis évidemment. Oui. Alors il y a différentes techniques, technologies qui fonctionnent aujourd'hui. C'est les ions piégés par exemple, ce sont la photonique quantique, ce sont des atomes de diamant, ce que fait par exemple le commissariat à l'énergie atomique. La photonique quantique, c'est plutôt l'université Pierre et Marie Curie. Donc on est très en avance en Europe. Il ne faut surtout pas croire qu'on a perdu cette bataille. On est très en avance par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. Bien sûr, il y a des équipes performantes, vous le rappeliez tout à l'heure, aux États-Unis. Il y en a également en Chine. Mais l'Europe est aujourd'hui en bonne position. Alors maintenant, évidemment, il faut passer au stade industriel. Et alors là, c'est une autre histoire. C'est pour ça que tous ceux qui s'imaginent qu'on va avoir des ordinateurs quantiques dans les années qui viennent se trompent sans doute. C'est pour ça, lorsqu'on dit souvent, est-ce que vous partez pas un peu en retard, vous dites, attendez, on parle très tôt pour une fois. Alors on part très tôt. On a trop tard, c'est par rapport à d'autres. Non, on a créé un laboratoire quantique aujourd'hui. L'équipe qui nous soutient, vous faisiez allusion, c'est Serge Haroche, prix Nobel de physique, c'est Cédric Villani, médaille Fields, c'est Alain Aspect qui a été le premier qui a mis en évidence l'intrication quantique au début des années 80. C'est un formidable scientifique. Donc on a une équipe de scientifiques de premier plan qui nous conseille effectivement. Et notre approche, c'est la suivante. D'une part, pour commencer à travailler sur ces ordinateurs 2025, 2030, 2035. D'une part, on a des liens très forts avec le commissariat à l'énergie atomique, avec l'UPMC. On travaille également avec l'université d'Innsbruck, avec donc ceux qui sont aujourd'hui des physiciens plutôt, qui travaillent sur ces qubits. Alors on peut en créer 5, 6, 10, une vingtaine avec les ions piégés, mais pas beaucoup plus. Mais avec ça, on a déjà des puissances de calcul très fortes. Le problème, c'est que ça ne dure pas très longtemps parce qu'on perd sa cohérence assez rapidement. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, et c'est là où on est peut-être un peu en avance par rapport à d'autres approches, c'est que sur nos supercalculateurs, nous avons simulé ce que donnerait un ordinateur quantique. Et on a simulé un ordinateur quantique à 38, 39, 40 qubits, ce qui fait qu'aujourd'hui, on utilise la puissance maximum des ordinateurs les plus puissants pour permettre précisément aux nouvelles générations, et c'est ça ce qui m'intéresse au fond, aux nouvelles générations d'ingénieurs, de scientifiques, de chercheurs, d'inventer un nouveau langage, parce qu'il nous faut un nouveau langage. Tous les deux, on a commencé dans l'informatique. Oui. Et vous vous souvenez, quand on a commencé, on a presque le même âge, j'ai un peu plus âgé que vous, mais on a commencé, on travaillait en assembleur. Ouais. Il fallait qu'on ait un langage de base pour travailler avec la machine et ces fameuses portes logiques, les quatre portes logiques, et un langage de base qui nous a permis ensuite de créer des langages plus sophistiqués. Puis on a compilé tout ça, et puis on a fait des langages extrêmement sophistiqués pour arriver aujourd'hui à la programmation telle qu'on la conçoit. Pour les ordinateurs quantiques, c'est la même chose. On a inventé un langage, un assembleur quantique, Atos, qu'on développe maintenant sur nos machines. On permet à ces nouvelles générations de commencer à se familiariser, de créer de nouveaux algorithmes avant même que les ordinateurs quantiques ne voient le jour. Et c'est pour ça qu'on a une approche tout à fait intéressante pour des informaticiens, c'est qu'on se met déjà dans la situation où on sera dans 10 ou 15 ans,
mais on invente déjà les langages et surtout les algorithmes qui vont nous permettre d'utiliser cette puissance phénoménale qu'on peut être en espoir d'atteindre dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, vous parliez du CEA, c'est d'intéresser les industriels de venir rejoindre le projet dès aujourd'hui pour qu'eux aussi inventent leur transformation. Oui, même si, encore une fois, pour nous, qui sommes des industriels du traitement de l'information, effectivement, on a des relations extrêmement fortes avec les physiciens qui sont aujourd'hui en train de travailler au niveau de la matière, donc sur ces fameux qubits, mais surtout, et c'est là où j'en viens à des choses qui sont très importantes, au fond, qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre des ordinateurs quantiques? D'abord, je le redis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on n'envisage pas un ordinateur quantique dans les 10 ou 15 ans qui viennent. En revanche, on envisage beaucoup plus certainement des accélérateurs quantiques qui seront positionnés en amont de nos supercalculateurs classiques pour doper la puissance de calcul sur des fonctions très spécifiques. Par exemple, aujourd'hui, il existe un certain nombre d'algorithmes qui ont été développés pour du quantique. Le plus connu, c'est l'algorithme de Shor, qui permet de factoriser de façon extrêmement rapide des nombres premiers. Et là, c'est très important parce qu'on sait qu'en cryptologie, toutes les clés de cryptologie que nous utilisons aujourd'hui sur Internet, pour nos comptes bancaires, y compris du reste pour la sécurisation de réseaux militaires, reposent sur un algorithme qui s'appelle RSA, qui a été mis au point il y a 25 ans, et qui repose sur la factorisation de nombres entiers entre eux. Et donc plus les nombres sont grands, plus les clés sont difficiles à casser. Et bien avec un accélérateur quantique positionné sur un ordinateur classique, selon cet algorithme de Shor, on pourra en quelques fractions de secondes ou de minutes casser toutes les clés possibles quand ceci sera mis sur pied. Et ça, c'est peut-être dans les 10 ans qui viennent. Et donc, il faut commencer à positionner, on travaille d'ores et déjà, y compris avec l'Agence nationale de la protection des systèmes d'information en France, mais également dans d'autres pays. On commence à réfléchir à des algorithmes qui vont remplacer l'algorithme RSA et qui seront, eux, résister à des attaques d'ordinateurs quantiques quand ceux-ci verront le jour d'ici 15 ou 20 ans. C'est très important parce qu'encore une fois, c'est l'une des premières applications, c'est vraiment aujourd'hui pour la sécurité. Et justement, par rapport à, je parlais de la concurrence, les Google, IBM, Microsoft se lancent aujourd'hui. Ce côté accélérateur quantique, ils sont aussi sur ce type de développement ou... Je ne sais pas, je pense que nous, on va être... Alors, on a encore une fois pris cette approche, du reste, en travaillant très étroitement avec notre comité scientifique, parce qu'on veut prendre un peu une position de leadership en matière de programmation. Et puis aussi, et c'est aussi une des ambitions que je porte, permettre à nos étudiants qui seront passionnés par ces sujets dans les principales universités européennes, on commence par ça, mais après ça, dans le monde entier, on va leur fournir une machine, donc qui sera, on appelle une quantum learning machine, donc sur nos bullions, qui sont nos super serveurs, donc pour simuler précisément ces ordinateurs quantiques, commencer à travailler en programmation et commencer à développer des algorithmes, inventer de nouveaux langages qui nous permettront, encore une fois, d'avoir cette interface entre le monde quantique informationnel et tout ce qu'on va pouvoir en faire en termes de capacité de traitement. Et ça, je pense, c'est une approche qui est assez neuve par rapport à ce que l'on peut voir, où on voit des équipes aujourd'hui travailler plutôt aujourd'hui sur la conception elle-même des qubits, dont encore une fois, il y a une dizaine de fabrication de qubits aujourd'hui dans le monde. On est très au fait de tout ça. C'est pas notre métier à proprement parler, c'est vraiment un métier de physicien théorique, mais notre métier à nous, c'est vraiment de faire l'interface et de commencer à travailler sur toutes les couches logicielles qui vont nous permettre de maîtriser cette surcapacité créée par ce qu'on appelle la suprématie quantique quand on la verra arriver dans le domaine de l'information. Et justement, je pense que c'est avec votre expérience, vous avez pu avoir aussi cette démarche stratégique, c'est de se dire, tiens, parce qu'on se projette dans 30, 35 ans, mais de faire peut-être cet accélérateur quantique, de travailler là-dessus dès aujourd'hui, ça montre aussi, ça va pouvoir donner des résultats concrets un peu plus rapidement que si on disait voilà on travaille sur des choses dans 35 ans où là on sait qu'aujourd'hui voilà on veut que tout aille vite et c'est dans notre conscience, mais est-ce que c'est ça aussi l'intérêt que vous y trouvez, c'est d'abord nos clients dire voilà dans 2 ans vous avez déjà quelque chose. Voilà, c'est très important, effectivement, vous avez raison de le signaler. Déjà sur la cryptologie quantique, alors on a une deuxième façon de faire de la cryptologie quantique, c'est là je parlais de la cryptologie pour protéger vraiment les protocoles et qui résistent à des ordinateurs surpuissants qui pourraient casser les principes de factorisation. Mais vous avez un autre, ça c'est le système classique, mais vous avez une autre utilisation de la physique quantique qui est l'intrication, c'est la capacité quand 2 particules élémentaires, des photons par exemple, c'est ce qu'on utilise, ont été mis en interaction,
à un moment, ce qui se passe sur l'un arrive sur l'autre à quelques distances qu'ils se trouvent. Et donc là, ça permet d'avoir des communications totalement sécurisées sur des distances encore aujourd'hui. C'est utilisé, c'est un domaine très important pour sécuriser les conversations. Alors, et ça, c'est aujourd'hui. Donc, nous, ce qui nous intéresse effectivement, notamment en ce qui concerne la protection et la sécurité et la cybersécurité, c'est qu'on va commencer à avoir des applications dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas encore le monde quantique, déjà l'année prochaine. Et donc, effectivement, on est une entreprise industrielle. Il faut évidemment vendre ce que l'on fait. Donc, on a une mission pour développer, évidemment, ces langages, pour développer, former les générations nouvelles. Mais c'est aussi, évidemment, créer des revenus et des chiffres d'affaires pour financer notre recherche et développement qui est importante dans ce domaine. Et puis derrière, on l'a dit, vraisemblablement des accélérateurs sur des algorithmes spécifiques. Il y a aussi l'algorithme de Hoover qui est un algorithme qui a été imaginé pour utiliser les processus quantiques pour aller chercher dans une liste de données une donnée spécifique. Et là, c'est un accélérateur sur lequel on travaille également. Vous voyez, des accélérateurs spécifiques pour des missions très spécifiques qui vont pouvoir doper les puissances de calcul traditionnelles. Et ça, c'est dans les années qui viennent. Et ça va donner lieu à des développements industriels. Oui, c'est ce qu'on comprend, parce qu'on est là dans un univers technologique très pointu. Mais justement, à travers ce que vous nous dites, on comprend qu'il y a, on n'est pas comme dans la recherche fondamentale mathématique où avant d'avoir le résultat final dans les plusieurs années, là, on voit bien que vous réfléchissez déjà aux usages courants que l'on va voir. On parle de cryptographie. Donc, merci en tout cas Thierry Breton d'être venu nous éclairer autour de cet ordinateur, pas de cet ordinateur quantique, de cette stratégie, de cette approche. Et je voudrais dire vraiment que moi, qui suis un ingénieur, qui suis toujours passionné par ces sujets, si j'étais un jeune ingénieur aujourd'hui, j'irais définitivement dans ces domaines-là qui vont vraisemblablement, et je dirais même certainement, marquer le 21e siècle. En plus, on va être sur la santé, on va être sur la défense. Sur tout ce qui nous concerne, la défense, bien entendu, vous venez d'indiquer la santé, ce sera évidemment la chimie moléculaire, et puis également tout ce qui concerne, je dirais, la gestion des véhicules autonomes, les avions autonomes, et tout ça, évidemment, génère des milliards et des milliards et des milliards de données qu'il faut pouvoir traiter quasiment en temps réel, et surtout quand il s'agit de mobilité, évidemment, pour éviter les accidents. Et bien voilà, on est très content d'en avoir parlé ici avec vous sur BFM Business. Merci d'avoir été avec nous, Thierry Breton, président d'Atos. On aura l'occasion de vous recevoir. On parlera aussi, un petit jour, qu'on revienne aussi le Fonds européen de sécurité et de défense que vous défendez. Vous revenez du Japon, les JO aussi. Voilà. On reçoit régulièrement de vos collaborateurs pour parler de tous ces projets. À Tokyo, on prépare les Jeux 2020. Oui, puisque Atos est l'un des acteurs majeurs dans les JO. Merci d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, on passe à la suite de l'émission. On va faire une petite revue d'actualité.